Bonjour tout le monde. Euh, je vous remercie tout d'abord d'être présent à ce webinaire qui va porter sur les impacts légaux du projet de loi 59. Dans le fond, les impacts qui vont amener sur votre prise en charge de la santé-sécurité, plus précisément sur les différents mécanismes de prévention à mettre en œuvre depuis son adoption ou plutôt sa sanction. Donc, comme petit mot d'introduction, en fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est que votre simple présence ici, pour moi, démontre que vous avez vraiment à cœur la santé-sécurité et que c'est vraiment une très bonne chose, en fait, parce que vous savez, dans ma pratique, j'ai toujours eu le discours qu'un employeur pour lequel la santé-sécurité est vraiment top-notch, comme on dit, ou qui est vraiment sur la coche, il est nécessairement dans toutes les autres sphères de sa gestion. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un bon indicateur parce qu'on ne se le cachera pas. Chez les gestionnaires, en fait, il y a beaucoup d'autres choses qui passent avant la santé-sécurité, bien malheureusement, en fait. Il faut juste penser à la production, faire les achats, faire rouler la business. Donc, lorsqu'on est en présence d'un employeur qui gère bien sa santé-sécurité et son mieux-être, parce que maintenant, vous savez, on parle de santé-sécurité, mais on est à l'ère du mieux-être aussi et on parle maintenant d'une santé globale. Et puis, en parlant de mieux-être, en fait, ce qu'on inclut là-dedans, c'est vraiment les habitudes de vie, la conciliation, travail, vie personnelle, l'environnement de travail dans lequel on travaille, bien évidemment, puis les pratiques de gestion. Donc, on peut pratiquement être assuré que lorsqu'un employeur a vraiment une bonne prise en charge du volet santé, sécurité, mieux-être, de sa santé globale, bien, le reste de sa business est aussi sa coche. Donc, ça, c'est vraiment rassurant. Puis, c'est pour ça que je voulais vous remercier d'être ici aujourd'hui. Donc, je vous présente un peu l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc, on est une PB Dimension RH. On est une firme de consultation en ressources humaines. On est situé dans le Bas-Saint-Laurent. Notre siège social est à Rivière-du-Loup. On a des points de service à Rimouski, à Matane, puis avec l'expansion que nous connaissons en ce moment, bien, on est également appelé à intervenir à Québec. En fait, notre territoire cible, c'est vraiment de Québec à Gaspé, mais on a des clients un petit peu partout au Québec quand même, puis on en a même au Nouveau-Brunswick. Donc là, ici, c'est moi. C'est pas vraiment mon dada de parler de moi, mais en fait, je me présente. Donc, moi, c'est Anne-Renée Noël. Je suis stratège en santé-sécurité chez PPRH. Je fais aussi un peu de ressources humaines. Ça fait plus de 10 ans que j'œuvre les deux ensemble, en fait, en GRH et en SST. Donc, j'ai été partenaire d'affaires, surtout dans des entreprises technologiques, en fait, solutions logicielles, télécommunications. J'ai fait une petite incursion dans le réseau de la santé. Et puis, depuis bientôt 12 ans, j'ai développé vraiment une expertise plus en santé-sécurité du travail. En fait, j'ai été inspectrice enquêtrice à la CNESST pendant 8 ans. J'intervenais surtout sur les chantiers de construction, mais j'étais aussi enquêtrice lors d'accidents graves et mortels. Donc, vous allez avoir mes coordonnées à la fin de la présentation, je vais vous les donner. Et puis, j'ai été préventionniste aussi dans une usine de transformation alimentaire. Et puis, depuis juin 2021, je suis consultante chez PBRH. Je dis souvent à la blague que, en fait, si vous ne me connaissez pas, c'est une bonne chose parce que je faisais des enquêtes d'accidents graves et mortels, donc tant mieux si vous ne m'avez jamais vu avant. Donc,
au niveau des sujets abordés, mais avant, je voudrais vous préciser certains points. Tout d'abord, cette présentation-là ne concerne pas les chantiers de construction. Il y a des changements apportés au niveau des chantiers de construction, mais je n'entrerai pas en détail dans ces changements-là. Mais je ne crois pas qu'on ait d'entreprise en construction actuellement. Donc, je pense que c'est ça. Ça concerne aussi uniquement les organisations qui sont de juridiction provinciale. Donc, juridiction provinciale parce que c'est des changements qui ont été apportés au niveau du gouvernement du Québec, en fait. Excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée. Okay. Donc, voilà. Et puis, pour ne pas vous perdre, parce qu'il y a vraiment beaucoup de matière à passer, donc pour ne pas vous perdre, je ne ferai pas mention des articles de loi. Par contre, s'il y a des gens qui sont intéressés vraiment à connaître de quel article de loi on parle, n'hésitez pas à vous communiquer avec moi après, puis ça va me faire plaisir de vous les partager. Idéalement, si on peut, il va y avoir une période de questions à la fin. Toutefois, je doute qu'on puisse la faire considérant la quantité de matière que j'ai à passer. Donc, je vous invite à me soumettre vos questions. Dans le bas de votre écran, vous avez une section Q&R. Donc, au fur et à mesure que la présentation avance, posez-moi vos questions. Je n'y répondrai pas automatiquement, mais à la fin, je vais toutes les regarder. Et dans les jours qui vont suivre la présentation, vous allez recevoir réponse à vos questions. Je vais vous envoyer aussi la présentation et vous allez recevoir aussi un aide-mémoire de tous les sujets là, que je vais aborder. Donc, comme préambule, on va regarder les groupes prioritaires. On va parler des groupes prioritaires. On va regarder aussi c'est quoi la différence entre une loi, un règlement et une norme. En fait, souvent, on parle dans on entend des gens dire ouais, mais c'est dans la loi, c'est dans le règlement, c'est dans une norme, on est obligé. Mais il y a vraiment une différence entre ces trois aspects-là et je vais vous la présenter. Ensuite, les principaux impacts sur le projet, sur la loi sur la santé et sécurité du travail, amené par le projet de loi 59. Dans ma présentation, je vais souvent dire PL 59. Donc, on s'entend, vous comprenez que je veux parler du projet de loi 59. Donc, on va parler du télétravail, impact sur la prévention de la violence. Il y a un régime intérimaire à respecter, les risques psychosociaux, matières dangereuses, contaminants, le programme de prévention, le plan d'action, les comités santé et sécurité, représentants santé et sécurité, l'agent de liaison, puis la hiérarchie des mesures de prévention. Donc, pour commencer, je vous ramène au groupe prioritaire. Donc, les personnes qui œuvrent vraiment quotidiennement en santé et sécurité sont probablement au fait qu'il existe des groupes prioritaires. En fait, sachez que toutes les entreprises au Québec sont classées en 33 secteurs d'activité économique, puis sont répartis en 6 groupes prioritaires. Si vous voulez connaître tous ces groupes prioritaires-là, en fait, vous pouvez aller sur le site de la CNESST, puis sont identifiés là. Tantôt, on va s'intéresser aux 3 premiers groupes prioritaires. Je vais entrer plus en détail à ce niveau-là tout à l'heure. Donc, actuellement, avant l'adoption du projet de loi, la façon que ça fonctionnait, on avait ces 4 mécanismes de prévention-là dans lesquels les employeurs avaient certaines obligations. Donc, on avait des obligations au niveau du programme de prévention, le programme de santé, comité de santé et sécurité et un représentant à la prévention. Donc, ce tableau-là indique, comme vous voyez, que les 3 premiers groupes prioritaires, en fait,
avaient l'obligation d'avoir un programme de prévention et un programme de santé. On voit ici. Et pour certains d'entre eux, ils devaient avoir aussi un comité de santé et sécurité ou un représentant à la prévention. Et pour tous les autres groupes, c'est-à-dire 4, 5, 6, au niveau du programme de prévention, c'était simplement recommandé, donc ce n'était pas obligatoire. Et pour le reste, il n'y avait aucune obligation à ce niveau-là. Donc, avec l'arrivée du projet de loi 59, tout ça a pu lieu d'être. Donc, avec ce webinaire-là, je vais vous expliquer de quelle manière sont modifiées ces obligations-là et à quel moment ils vont rentrer en vigueur. Donc, quelle est la différence entre une loi, un règlement et une norme? Donc, au niveau de la loi, en fait, il existe une certaine hiérarchie. On voit ici, là, j'ai mis la loi en premier. En fait, la loi, ça énonce les principes généraux, ça définit des droits et des devoirs. Donc, on reste vraiment dans des généralités. D'une loi va découler des règlements. Donc, lorsqu'on a un règlement, ça vient compléter sa loi habilitante. Je vous donne un exemple, la loi sur la santé et sécurité. De cette loi-là découlent différents règlements, dont le règlement sur la santé et sécurité du travail. Puis, on a d'autres règlements, le Code de sécurité pour les travaux de construction. On a aussi règlement pour les travaux d'aménagement forestier. Donc, de chaque loi découlent plusieurs règlements. Et c'est les règlements, en fait, c'est là qu'on va venir voir plus les technicalités, puis on va voir plus le détail sur comment on doit faire les choses. Une norme, en fait, c'est une règle de l'art. Donc, ça n'a pas nécessairement force de loi, sauf lorsqu'on vient en parler dans un règlement ou dans une loi. Je vous donne un exemple, simplement, le casque de sécurité, par exemple. Donc, on va voir dans un règlement que le casque de sécurité doit être conforme à une norme, à la norme CSA Z94, peu importe. Donc, lorsqu'on vient citer une norme dans un règlement, là, elle devient obligatoire et a force de loi. Donc, là où ce que je veux vous amener, en fait, c'est pour vous montrer l'impact du projet de loi 59. Qu'est-ce que ça l'amène? Au niveau de ces trois, en fait, surtout des lois et des règlements. Donc, l'impact que ça l'amène au niveau des lois, le projet de loi 59 impacte 8 lois. Les deux principales sont vraiment la LATMP qui est la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, et la LSST qui va être la loi sur la santé et sécurité du travail. En fait, dans ma présentation, moi, je vous parle vraiment plus des impacts de la LSST. Le projet de loi 59 amène un impact aussi. On va créer 2 nouveaux règlements. Donc, il y en a un sur la LATMP. Celui qui nous intéresse, c'est vraiment le règlement sur les mécanismes de prévention. Donc, vous allez voir dans la présentation, vous allez voir décrit là, ARMP. Donc, c'est le règlement sur les mécanismes. Excusez, je vais prendre une autre gorgée. Je me suis levée avec une petite toussette ce matin. Donc, le règlement sur les mécanismes de prévention qui est à venir, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Et il y a 6 règlements qui sont modifiés, dont les 6 règlements qui sont modifiés, il y en a 5 qui découlent de la LSST. Puis, il y a 5 règlements qui sont abrogés. Les 5 règlements abrogés, c'est-à-dire qui ont été enlevés tout simplement, font partie de la LSST. En fait, je vous montre ça tout simplement pour que vous voyez l'impact vraiment que c'est pas... ça a quand même un gros impact au niveau de la modernisation du régime santé et sécurité. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc, quels sont les principaux impacts du projet de loi 59?
Comme je vous ai dit, je vous épargne les numéros des articles de loi, là. Mais si vous voulez les connaître, là, vous communiquerez avec moi, je vais vous les donner avec plaisir. Donc, on commence. Vous allez voir dans le cadre de ma présentation, dans le haut à droite, vous allez avoir une date. Donc, ça, c'est vraiment la date d'entrée en vigueur du sujet que j'aborde. Vous allez voir des fois aussi que ça va être écrit info, donc c'est de l'information supplémentaire que je vous donne en lien avec le sujet discuté. Donc, le 6 octobre 2021, si vous regardez la date qu'on est aujourd'hui, on se rend compte que, dans le fond, ça, c'est des changements qui sont déjà en vigueur. Au niveau du télétravail, donc le télétravail devient maintenant un lieu de travail. Donc, l'emplacement où s'effectue le télétravail est désormais considéré comme un lieu de travail. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la LSST, désormais, s'applique aux travailleurs qui sont en télétravail et à leur employeur. Donc, en fait, moi, présentement, je suis en télétravail, je suis chez moi à la maison. Donc, mon employeur a certaines obligations au niveau de ma sécurité, la sécurité dans mon lieu de travail. Donc, c'est incluant le lieu où je travaille, où je fais mon télétravail. Au niveau de la CNESST, un inspecteur de la CNESST, en fait, un inspecteur de la CNESST ne peut pas entrer dans la résidence d'un travailleur sans son consentement, mais à moins qu'il détienne une ordonnance d'un juge de la Cour du Québec. Maintenant, la prévention de la violence. Ce qu'on a ajouté à ce niveau-là, dans le fond, l'employeur avait l'obligation de prendre les mesures nécessaires sur les lieux de travail pour contrer la violence physique. Ça existait déjà. Mais maintenant, on va ajouter le volet psychologique. Donc, c'est déjà en cours, vous voyez là, c'est déjà en vigueur depuis le 6 octobre 2021. Donc, ça inclut la violence conjugale, la violence familiale ou à caractère sexuel. Donc, on comprend qu'un travailleur qui œuvre en télétravail, ben, l'employeur a une certaine responsabilité si jamais il subit de la violence conjugale à la maison. Donc, ça, c'était les deux volets qui sont actuellement déjà en vigueur. Je vous amène au 6 avril 2022, donc le 6 avril prochain. Là, j'ai inscrit jusqu'au 6 octobre 2025. Je vous explique pourquoi. Dans le fond, pour donner le temps aux employeurs de se conformer, puis aussi pour donner le temps au gouvernement provincial de créer le nouveau règlement sur les mécanismes de prévention, ben, on s'est dit, exclut la personne qui parle, bien évidemment. Donc, ils ont dit, on va faire une phase de transition. Donc, on appelle ça, c'est un régime intérimaire. Donc, à partir du 6 avril, de façon progressive, en fait, ben, à partir du 6 avril, on doit, ben, c'est ça, on met en place une solution provisoire concernant la prévention et la participation active des travailleurs avant l'adoption du RMP. Et c'est pour ça que j'ai inscrit, ici, vous voyez, jusqu'au 6 octobre 2025, parce que le gouvernement a 4 ans à partir du moment où est-ce que le projet de loi a été sanctionné. Le gouvernement a au maximum 4 ans pour créer le nouveau règlement sur les mécanismes de prévention. Donc, à partir du 6 avril et jusqu'au maximum le 6 octobre 2025, donc 4 ans après la date de la sanction du projet de loi 59, on est dans le régime intérimaire. Ces changements-là, ils visent vraiment tous les employeurs. Tous les employeurs. Donc, un employeur, à partir du moment où est-ce que tu as un travailleur, ben, ça t'implique. On les a répartis en 3 catégories.
Donc, vous pourrez voir, identifier, vous, dans quelle catégorie vous faites partie. Donc, je vais vous parler des établissements des groupes prioritaires 1, 2 et 3 qu'on a abordés tout à l'heure. Mais en fait, je vais regarder plus en détail avec vous. Ensuite, les établissements ayant moins de 20 travailleurs et les établissements ayant 20 travailleurs. Et là, je vais vous donner en fait, un établissement, un employeur peut avoir plusieurs établissements. Puis là, je vais vous lire la définition dans la loi de ce qu'est un établissement. En fait, ça dit que c'est l'ensemble des installations et des équipements groupés sur un même site et organisés sous l'autorité d'une même personne ou de personnes liées, en fait, d'un même employeur, en vue de la production et la distribution de biens. Donc, lorsqu'on parle d'établissement, c'est vraiment des sites. Ben voilà, je pense que je l'ai bien dit dans la définition. Donc, on y va avec les établissements des groupes prioritaires 1, 2 et 3. Donc, de quoi qu'on parle, les établissements de groupes prioritaires 1, 2 et 3, pour vous, pour certaines personnes, peut-être que ça ne dit absolument rien. Donc, les voici. Dans le groupe 1, on retrouve les entreprises BTP, bâtiments, travaux publics. En fait, ça, c'est la construction. Vous comprendrez que plus notre groupe, dans le fond, groupe 1, c'est vraiment les entreprises dans lesquelles, les établissements, dans lesquels le niveau de risque est plus élevé. Et plus on descend dans le niveau des groupes, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 6 groupes. Donc, les 6e, c'est les entreprises dans lesquelles le niveau de risque d'accident est moins élevé. Donc, vous les voyez ici, fabrication de produits de métal, forêt et scierie, industrie chimique, mines, carrières, puits de pétrole font partie du groupe 1. Dans le groupe 2, on a la fabrication des équipements de transport, produits minéraux non métalliques, l'industrie du bois, mais sans compter les scieries, parce qu'on l'a vu ici, les scieries font partie du groupe 1. Industrie du caoutchouc, produits matières plastiques, première transformation des métaux. Et groupe 3, l'administration publique. Donc, ça inclut les municipalités au niveau de l'administration publique et tout ce qui est gouvernemental. L'industrie des aliments, de la boisson, des boissons, l'industrie du meuble, des articles d'ameublement, papier, activités diverses et transport et entreposage. Donc, si votre entreprise fait partie de l'un de ces groupes-là, qu'est-ce qui arrive? En fait, ce n'est pas très compliqué. On maintient les mécanismes de prévention déjà en place. Donc, le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, pour les groupes 1, je l'ai repris ici. Donc, vous devez toujours avoir un programme de prévention. Donc, ça ne devrait pas poser problème parce qu'en théorie, vous l'avez déjà. Vous avez un programme de santé et ici, c'est le représentant à la prévention, le comité santé-sécurité. En fait, c'est prévu par la loi, mais pas pour toutes les entreprises. Donc, si vous faites partie des groupes prioritaires 1, 2 et 3, mais que vous n'avez pas de comité de santé et sécurité, puis que vous n'avez pas de représentant à la prévention, là, c'est les mesures que je vais vous présenter dans les diapos qui suivent, qui vont s'appliquer pour vous. Donc, on est toujours au 6 avril 2022. Pour les établissements ayant moins de 20 travailleurs, donc regardez, en fonction de votre entreprise, les établissements que vous avez, est-ce que vous avez moins de 20 travailleurs ou est-ce que vous avez plus de 20 travailleurs? Donc, pour les établissements de moins de 20 travailleurs, ce que vous devez faire à partir du 6 avril 2022, vous devez consigner, c'est-à-dire identifier les risques qui peuvent toucher la sécurité de vos travailleurs et la santé de vos travailleurs. Puis quand on parle des risques, on parle ici surtout des risques chimiques, biologiques, les risques physiques, les risques ergonomiques. Et là, ici, on a quelque chose de nouveau qui s'est rajouté. On parle des risques psychosociaux. Donc, on voit le volet psychologique qui vient d'être intégré. En fait, le volet psychologique est intégré à la loi sur la santé et sécurité avec
l'adoption du projet de loi 59. Puis là, ben, dans quoi qu'on va mettre ça? On dit, ben bon, on va les identifier, tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, en fait, c'est via un plan d'action qu'on va venir identifier tous ces risques-là. Les entreprises qui ont moins de 20 travailleurs doivent désigner un agent de liaison. Ça, c'est vraiment nouveau aussi. Ça n'existait pas du tout avant. Donc, ben, c'est vrai, je vais vous parler des risques psychosociaux. Je reviens à l'autre diapo. En fait, je vais vous parler des risques psychosociaux pour vous donner une petite idée de c'est quoi des risques psychosociaux. Voici la définition, en fait. Puis là, vous voyez, ma source ici, c'est l'INSPQ. Donc, l'INSPQ a développé des outils là, qui peuvent aider à l'analyse de risques dans les milieux de travail. Donc, je vous réfère à l'INSPQ, au site Internet de l'INSPQ. Et au niveau des risques psychosociaux, en fait, c'est une définition qui est tirée de l'INSPQ. On dit que c'est des facteurs qui sont liés à l'organisation du travail, aux pratiques de gestion, aux conditions d'emploi, puis aux relations sociales, puis qui viennent augmenter la probabilité d'engendrer des effets néfastes vraiment sur la santé physique, ben, pas seulement physique, mais bien psychologique également. Pardon. Donc, les principaux facteurs qui sont considérés dans les risques psychosociaux, on parle de la charge de travail, on parle de l'autonomie décisionnelle, on parle de la reconnaissance au travail, le soutien social du supérieur, puis des collègues, et le harcèlement psychologique. Donc, ce volet-là, vous comprendrez, il faut l'intégrer à notre plan d'action. On avait des risques chimiques, biologiques, ergonomiques, mais là, il faut rajouter les risques qui sont en lien avec ces facteurs psychosociaux. L'agent de liaison maintenant. C'est quoi ça? Je vous ai dit, c'est vraiment nouveau. Donc, pour les entreprises de moins de 20 travailleurs, je me corrige, pour les établissements de moins de 20 travailleurs, en fait, l'agent de liaison est désigné par les associations accréditées. Donc, les associations accréditées, on parle ici de syndicats, ou par les travailleurs si vous n'avez pas de syndicat. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver, un agent de liaison? Donc, ça, c'est ses fonctions. L'agent de liaison va devoir coopérer avec l'employeur pour faciliter la communication des informations en santé et sécurité entre l'employeur puis les travailleurs. Donc, son titre le dit, c'est un agent de liaison. Il fait la liaison entre l'employeur et les travailleurs. Ensuite, il va collaborer à l'élaboration de la mise en application du plan d'action en écrivant ses recommandations à l'employeur. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration qu'il fait avec l'employeur. L'agent de liaison va venir faire des recommandations écrites à l'employeur sur l'identification des risques dans le milieu de travail. C'est lui qui va porter plainte à la CNESST si nécessaire, bien évidemment. Puis, je reviens à porter plainte à la CNESST, en fait. Vous savez, tout le monde peut... C'est pas parce qu'on n'est pas agent de liaison qu'on n'a pas le droit de porter plainte à la CNESST. Donc, tout le monde a le droit de porter plainte, mais lui devient un peu comme le porte-parole, dans le fond, porter plainte pour l'organisation, en fait, de la santé et sécurité au niveau chez l'employeur. Ensuite, l'agent de liaison doit faire appliquer les recommandations, pas l'agent de liaison, l'employeur. Donc, l'agent de liaison va donner par écrit ses recommandations. Ensuite, l'employeur, lui, il doit faire appliquer les recommandations de l'agent de liaison dans un délai de 30 jours, à partir du moment où il l'a reçu. Donc, c'est peut-être là, en fait, lorsqu'on parlait de porter plainte à la CNESST, c'est qu'à partir du moment où l'agent de liaison va avoir transmis ses recommandations écrites à l'employeur, si l'employeur n'a pas donné suite dans les 30 jours, à ce moment-là, l'agent de liaison peut porter plainte à la CNESST.
Ah ben voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. J'avais devancé ma présentation. L'agent de liaison est protégé par la loi sur la santé et sécurité. Dans le fond, l'employeur ne peut pas exercer des sanctions, des mesures disciplinaires à l'endroit de l'agent de liaison en raison des fonctions qu'il occupe. L'agent de liaison, en fait, vous voyez, il y a quand même pas mal de responsabilités. Donc, l'agent de liaison va être appelé à participer à une formation en santé et sécurité, bien évidemment. Puis le contenu et la durée vont être déterminés par la CNESST. En fait, ça va venir avec l'adoption lorsque le RMP va avoir été créé. Bon, ça fait le tour, en fait, pour le régime intérimaire au niveau des établissements qui ont moins de 20 travailleurs. Maintenant, on regarde les établissements qui ont plus de 20 travailleurs, c'est-à-dire 20 travailleurs et plus. Donc, si ça vous concerne, vous allez voir, il y a des aspects qui reviennent. En fait, les établissements ayant 20 travailleurs et plus, eux aussi doivent consigner l'identification des risques, mais à ça, on ajoute l'analyse de risques. Donc, on fait l'identification des risques, on fait une analyse de risques, mais les autres volets, c'est exactement les mêmes qu'au niveau des établissements qui ont moins de 20 employés. Donc, on parle des risques chimiques, biologiques, physiques, ergonomiques et psychosociaux. Et sous quelle forme on va venir les consigner? Bien, ça, on va venir consigner ça dans un programme de prévention. Les établissements qui ont 20 travailleurs et plus devront mettre en place un comité de santé et sécurité. Donc, ça n'existait pas avant. Donc, ça a quand même un impact là, à ce niveau-là aussi. Et dans un comité de santé et sécurité, il doit y avoir un représentant en santé et sécurité. Ça, c'est ce qu'on appelait avant le représentant à la prévention. Donc, maintenant, on le désigne comme étant le représentant en santé et sécurité. Donc, à partir du moment où on a un comité santé et sécurité, on doit obligatoirement désigner au moins un représentant en santé et sécurité. Le représentant en santé et sécurité, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, dès qu'un comité santé et sécurité est formé, un représentant doit être désigné. Lui aussi, tout comme l'agent de liaison, il est désigné par les associations accréditées, donc les syndicats, ou par les travailleurs si on n'a pas de syndicat. Le représentant en santé et sécurité est membre d'office du comité, donc il fait vraiment partie du CSS, du comité santé et sécurité. Et malgré le fait, même si on n'a pas de comité de santé et sécurité, en fait, les inspecteurs de la CNESST, ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent exiger, au lieu d'avoir un agent de liaison, ils peuvent exiger que ce soit un représentant santé et sécurité qui soit désigné, même si on n'a pas de comité. Donc, un représentant santé et sécurité, qu'est-ce que ça fait? Ça fait sensiblement la même chose qu'un agent de liaison, mais vous comprendrez qu'il va avoir des responsabilités additionnelles. Donc, le représentant santé et sécurité, lui, va devoir faire l'inspection des lieux de travail. Et puis là, en fait, je veux faire la différence. Vous savez, si votre entreprise est relativement grosse, grande, souvent, on va avoir un préventionniste ou un conseiller en prévention qui va travailler au sein de l'organisation, au sein de l'entreprise. Cette personne-là travaille pour l'employeur. Parce que vous allez voir les fonctions du représentant santé et sécurité, ils se recoupent, ça se ressemble beaucoup aux fonctions d'un préventionniste. Sauf que le représentant santé et sécurité, lui, il est désigné par les travailleurs. Donc, c'est le représentant des travailleurs, alors que le préventionniste, lui, travaille pour l'employeur. Donc, c'est vraiment une collaboration, vous allez voir, une collaboration entre les deux.
au niveau des fonctions. Donc, le représentant en santé et sécurité doit faire l'inspection des lieux de travail. Il va recevoir les avis d'accident, il va enquêter sur les événements, puis c'est lui qui va amener l'information au comité et les résultats d'enquête, bien évidemment. Il va repérer les situations pouvant être source de danger. Et à ce point-là, moi, je voudrais rajouter, en fait, vous savez, la santé et sécurité, ce n'est pas l'affaire d'une seule et même personne. Donc, repérer les situations pouvant être source de danger, n'importe qui peut faire ça. C'est la responsabilité des travailleurs aussi. Donc, à partir du moment où on voit une source de danger ou qu'il y a un risque potentiel, ben nous, en tant que travailleurs, notre obligation, c'est au moins de lever la main puis d'en informer le représentant en santé et sécurité ou notre gestionnaire ou notre supérieur immédiat, en fait. Donc, le représentant en santé et sécurité va faire des recommandations au comité. Puis, s'il n'y a pas de comité, ben, dans le fond, il va le faire au travailleur ou à l'employeur, directement à l'employeur ou au syndicat. Lorsqu'un inspecteur de la CNESST vient rendre visite à l'entreprise, donc il va l'accompagner, tout comme le préventionniste, comme je vous mentionnais tout à l'heure. Et même chose que l'agent de liaison, il peut porter plainte à la CNESST. Fait que vous voyez, ça, c'est vraiment le représentant santé et sécurité, l'agent de liaison, c'est vraiment des choses qui sont nouvelles en fonction du nombre d'employés que vous avez au sein de votre établissement. On continue avec les fonctions. Donc, le représentant en santé et sécurité va aider les travailleurs dans l'exercice de leurs droits en santé et sécurité. Donc, lui aussi va suivre une formation pour connaître certains aspects santé et sécurité, bien évidemment. Ensuite, il va intervenir lorsqu'un travailleur exerce un droit de refus. Donc, il va le supporter à ce niveau-là. On voyait souvent ça dans les milieux syndiqués. Mais là, même si votre milieu n'est pas syndiqué, on doit avoir un représentant santé et sécurité si vous avez plus de 20 travailleurs. Il va collaborer à l'élaboration de la mise en application du PP. PP, c'est le programme de prévention et du plan d'action. Parce que oui, on va faire un programme de prévention, mais du programme de prévention va également, un plan d'action va y être intégré. Il va donner ses recommandations par écrit à l'employeur. Le représentant en santé et sécurité va participer à l'identification, à l'analyse de risques, puis à l'identification des matières dangereuses et des contaminants. On va le voir tout à l'heure, il y a une obligation à ce niveau-là. Et je vous l'ai dit, dans le fond, il va devoir participer à une formation dont le contenu et la durée vont être déterminés lorsque le règlement sur les mécanismes de prévention va être adopté. Puis, si vous vous souvenez bien de ce que j'ai dit tout à l'heure, le RMP, d'ici les 4 prochaines années, en fait, il va être créé. Maintenant, si l'employeur possède plusieurs établissements, ça, c'est tout à fait nouveau aussi. Avant, un programme de prévention était applicable pour un établissement. Donc, si vous êtes un employeur qui avait plusieurs établissements, je vais donner un exemple, un propriétaire de plusieurs dépanneurs, par exemple, avec station-service. Donc, chaque dépanneur, chaque station-service, avant, mettons, devait avoir son propre programme de prévention. Désormais, ça, c'est vraiment, personnellement, je trouve que c'est très bien. Désormais, on peut regrouper les établissements ensemble si les activités sont de même nature. Donc, je reprends mon exemple de propriétaire de dépanneur avec une station-service. Si on en a 3-4, on peut créer un seul programme de prévention pour l'ensemble de ces établissements. Par contre, si j'ajoute un garage de mécanique dans l'un de ces établissements-là, là, ce n'est pas la même chose.
parce qu'il y a beaucoup plus de risques dans un garage que dans le dépanneur, par exemple. Donc, il faut vraiment, la condition ici pour pouvoir regrouper ces établissements, c'est qu'il faut vraiment que les activités soient de même nature. Donc, c'est ça, les risques identifiés et analysés doivent tenir compte de l'ensemble des activités exercées dans le regroupement. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Au niveau du comité santé-sécurité, donc, on peut créer un comité santé-sécurité pour l'ensemble des établissements. Donc, on dit que c'est un comité, c'est multi-établissement. Donc, on pourrait avoir un seul représentant santé-sécurité pour l'ensemble de nos établissements et un seul comité pour l'ensemble de nos établissements, toujours en autant que les activités soient de même nature. Donc, ça, c'est le régime intérimaire. Donc, on vient de voir au niveau des établissements qui font partie des groupes prioritaires 1, 2 et 3. On a les établissements qui ont moins de 20 employés et les établissements qui ont plus de 20 employés et plus. Donc, ça, c'est à partir du 6 avril qui s'en vient en 2022. Maintenant, là, on entre à l'adoption du règlement sur les mécanismes de prévention. Donc, on ne sait pas encore à quel moment ce règlement-là va être adopté. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça va être au plus tard 4 ans après la sanction, en fait, du PL 59, donc ce qui nous amène au 6 octobre 2025. Donc, au plus tard, au 6 octobre 2025, les employeurs vont avoir des obligations au niveau des matières dangereuses et contaminantes. Sauf que, déjà là, il y avait déjà des obligations à ce niveau-là, donc c'est pas tant… en fait, je pense que ça vient impacter un petit peu plus les plus petites entreprises. Parce que dans les grandes entreprises, en théorie, c'est déjà de quoi qui était déjà mis en place. Donc, on va avoir… les employeurs vont avoir à créer un registre et à maintenir à jour, selon les indications qu'il va y avoir dans le RMP. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, je ne le sais pas plus que vous. Et la liste de ces matières dangereuses-là va être transmise, devra être transmise aux travailleurs, au comité, au syndicat et au directeur de la santé publique. Donc, c'est ça qu'il y a de nouveau. Maintenant, au niveau du programme de prévention, j'espère que je ne vous ai pas perdu parce que je sais que c'est beaucoup d'informations. Vraiment, là, si j'avais pu faire 2 heures, j'aurais élaboré un petit peu plus, mais bon, au moins, vous avez l'essentiel. Donc, à l'adoption du RMP, au niveau du programme de prévention, ce qui est important de savoir, c'est que supposons que vous avez 18 travailleurs, puis qu'en cours d'année, vous atteignez le 20 travailleurs. Fait que là, à partir de 20 travailleurs, là, vous savez que ça vous prend un programme de prévention. Fait que est-ce que je dois faire mon programme de prévention tout de suite, là, à partir du moment où j'ai 20 travailleurs? La réponse est oui. Donc, à partir du moment où est-ce que vous atteignez 20 travailleurs en cours d'année, vous devez avoir un programme de prévention. Et ça, ce qui est nouveau, c'est que ça inclut votre nombre de travailleurs, inclut les travailleurs dont les services sont loués ou prêtés. Donc, on voit, il y a beaucoup d'entreprises qui font affaire à des agences de placement, par exemple. Donc, il faut les compter dans notre dénombrement. Ça, c'est nouveau aussi. Maintenant, si en début d'année, j'avais 20 travailleurs et plus, mais qu'en cours d'année, je deviens à moins de 20 travailleurs. Donc là, vous allez vous dire, j'ai peut-être plus besoin d'un programme de prévention. En théorie, il est déjà fait. Fait que si vous voulez mon opinion, gardez-le. Mais c'est ça. Votre programme de prévention, à partir du moment où vous arrivez à moins de 20 travailleurs, le programme de prévention doit être maintenu jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. Et non pas de l'année en cours, vraiment de l'année suivante.
Et là, à ce niveau-là, ben, on va voir dans le RMP toutes les cas, les conditions pour lesquelles les établissements de moins de 20 travailleurs doivent avoir un programme de prévention. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, les établissements de moins de 20 travailleurs doivent avoir un plan d'action, mais il y a certaines entreprises, dans certains établissements, en fait, qui vont devoir avoir un programme de prévention plutôt qu'un plan d'action. Mais on ne sait pas lesquels encore, on va le savoir lorsque le RMP va être fait. Et le programme de prévention, en fait, va devoir être divisé en 2 volets. Mais ça, c'est peut-être déjà fait, là, tout est dans la présentation du programme, là. Mais on fait un volet sur la sécurité, puis un volet sur la santé. Tout à l'heure, je vous ai parlé regroupement de plusieurs établissements. J'y reviens, ça va peut-être être un petit peu redondant, mais donc, un programme de prévention peut être élaboré et appliqué si les activités sont de même nature, on l'a dit. Le programme de prévention que l'on va créer, si on fait un regroupement multi-établissements, ce programme-là doit s'appliquer minimalement pour 3 ans. Donc, pour les 3 prochaines années, le regroupement doit perdurer pendant au moins 3 ans. Les risques identifiés et analysés doivent tenir compte de l'ensemble des activités, ça je l'ai déjà dit. Ça doit, même si vous avez des établissements qui comptent moins de 20 travailleurs, ben, il ne faut pas que vous les oubliez, vous devez les inclure là, dans votre programme de prévention parce que là, comme je dis, on est dans un regroupement de plusieurs établissements. Et la CNESST peut exiger un programme de prévention propre à chaque établissement. Donc, malgré le fait que vous avez décidé, que vous avez pris la décision d'avoir un seul programme de prévention pour l'ensemble de vos établissements, un inspecteur qui arriverait, qui ferait une intervention, pourrait dire, ben, dans le fond, moi, je vous demande d'avoir un programme de prévention pour chacun de vos établissements. Ça, souvent, ça arrive si jamais vous ne prenez pas très en charge votre santé et sécurité. Mais je suis certaine que toutes les personnes ici ont à cœur la santé et sécurité. Puis ça ne vous arrivera pas. Le programme de prévention, qu'est-ce qu'il va devoir comporter à partir du moment où est-ce que le RMP va être adopté? Donc, l'identification et l'analyse des risques, ça, c'est déjà fait. Rendu là, c'est déjà fait parce qu'on se réfère au régime intérimaire. Donc, l'identification et l'analyse des risques, si vous vous rappelez bien, ça, c'est fait pour le 6 avril 2022. Mais, ce qu'on doit y rajouter, on doit rajouter les mesures, les priorités d'action pour éliminer et contrôler en fonction de la hiérarchie des mesures de prévention. Ça, je vais vous l'expliquer un peu tout à l'heure. Je vais vous expliquer c'est quoi cette hiérarchie-là. Ensuite, les mesures de surveillance, d'évaluation, d'entretien et de suivi pour s'assurer que les risques qu'on a identifiés soient éliminés ou contrôlés. Parce que parfois, on ne peut pas les éliminer, les risques. Mais au moins, si on est capable de les contrôler, ben, c'est bien. Et le programme de prévention doit comporter aussi toute l'identification des moyens puis des EPI, c'est les équipements de protection individuelle. Donc, on doit venir les identifier dans le programme de prévention. Le programme de prévention va devoir comporter les examens de santé pré-embauche et en cours d'emploi qui vont être exigés dans le RMP. Là, je ne peux pas vous donner plus de détails parce que je ne l'ai pas vu. Ensuite, tout ce qui est les programmes de formation et d'information en matière de santé et sécurité. Ça se tient sur une ligne, là, mais ça inclut vraiment tout plein de choses. Là. Tout ce qui est formation et information santé et sécurité. On parle le CIMDUT, vos secouristes en milieu de travail, toutes vos informations, la formation en cadenassage, formation espace clos,
votre programme de mesures, des mesures d'urgence, vos politiques en santé et sécurité, vos procédures, tout ça, ça rentre dans cette petite ligne-là. Donc, lorsque le RMP va être adopté, on doit avoir ces informations-là dans le programme de prévention. C'est sûr que ça paraît gros comme ça, mais pour les entreprises qui ont déjà actuellement un programme de prévention, ça va être juste en théorie, vous avez déjà toutes ces informations-là que vous avez. Bon, la liste à jour des matières dangereuses et contaminants. Ensuite, le maintien, dans le fond, de quelle façon on va répondre au niveau des premiers soins si jamais on a une urgence. Ça doit faire partie du programme de prévention. Maintenant, le comité de santé et sécurité. Un peu à l'instar du programme de prévention, dans le fond, en fait, c'est exactement, c'est pareil comme le programme de prévention. Donc, le comité de santé et sécurité devient obligatoire si on a 20 travailleurs et plus au courant de l'année. Puis là aussi, on inclut les travailleurs dont les services sont loués ou prêtés. La seule nuance, en fait, c'est ça. C'est que ça devient, c'est pas applicable si on a moins de 20 travailleurs pour moins de 21 jours au cours de l'année. Donc, des fois, on voit une entreprise, le nombre d'employés va fluctuer en fonction des saisons. Par exemple, l'été, on va avoir plus d'employés que l'automne ou le printemps. Donc, si vous passez pas à moins, je me suis trompée, mais si vous passez à plus de 20 travailleurs dans le courant de l'année, mais pour une période inférieure à 21 jours, là, vous n'êtes pas obligé d'avoir un comité santé et sécurité. Mais à partir du moment où vous avez 20 travailleurs et plus, puis que ça va être pour une période de plus de 21 jours, là, vous avez l'obligation d'avoir un comité santé et sécurité. Ensuite, même chose que pour le programme de prévention. Si le nombre de travailleurs devient inférieur à 20 travailleurs au cours de l'année, le comité doit être maintenu jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. Et même chose encore, un inspecteur de la CNESST pourrait exiger qu'un comité soit formé, même si notre établissement, notre entreprise comporte moins de 20 travailleurs. La prochaine diapo, en fait, je vais vous la résumer. C'est que avant, on avait un règlement qui existait. Il y avait un règlement sur le comité santé et sécurité. Il y avait un règlement sur le programme de prévention. Donc, on avait différents règlements qui maintenant, ça va tout être regroupé en un seul règlement qui se trouve à être le RMP. Et dans ces règlements-là, ce qu'on voyait, ça venait vraiment donner les indications de comment on forme un comité de santé et sécurité, combien de travailleurs j'ai besoin, combien de représentants de l'employeur j'ai besoin. On venait parler des technicalités. Donc, là, ce que je veux que vous reteniez, c'est que maintenant, c'est vraiment une entente. Donc, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une entente entre l'employeur et les travailleurs, tant en lien avec le nombre de travailleurs qui vont être présents dans le comité. Donc, ça, c'est déterminé par entente entre l'employeur et les travailleurs ou leur syndicat. Même chose pour les règles de fonctionnement, puis le temps qu'on va consacrer. C'est vraiment laissé au libre choix, en autant qu'il y ait une entente entre l'employeur et les représentants des travailleurs. Donc, le nombre de travailleurs, les règles de fonctionnement, le temps que va consacrer le représentant santé et sécurité à ses fonctions santé et sécurité dans le cadre de son mandat là, de représentant, c'est par entente aussi. S'il n'y a pas d'entente, là, on va se référer, dans le fond, au RMP. Je ne pense pas, en tout cas, c'est bien on est mieux de prévoir, là, mais je crois bien que les gens préfèrent créer leurs propres règles de fonctionnement que de se référer à un règlement. Donc là, on va avoir la possibilité de le faire. Tous les membres d'un comité de santé et sécurité vont devoir être formés.
Donc, il y a une formation qui va être obligatoire. Puis, ce n'est pas juste pour le représentant en santé et sécurité, c'est vraiment pour tous les membres d'un comité. Le délai, le contenu de cette formation-là, la durée, en fait, tout va être déterminé dans le RMP lorsqu'il va être adopté, rédigé, adopté. Regroupement de plusieurs établissements, je vais passer vite parce que c'est sensiblement la même chose qu'un programme de prévention. Donc, on peut avoir, c'est ça, s'il y a un programme multi-établissement qui est établi, bien, on peut avoir un comité santé et sécurité multi-établissement. Un représentant santé et sécurité. Il peut y avoir des sous-comités qui soient créés. Ça, c'est si vraiment vous êtes une plus grosse entreprise, mais vous avez la possibilité de créer des sous-comités. Et c'est vraiment une entente qui est établie pour déterminer le nombre de représentants sur ces sous-comités-là. Bon. Le plan d'action maintenant. Même objectif que le programme de prévention. Qu'est-ce qu'il doit comporter? Bien, on l'a dit tout à l'heure au début de la présentation. Le plan d'action, là, je suis rendue là, au niveau des établissements de moins de 20 travailleurs, excusez. Donc, il doit comporter l'identification des risques. Ça, c'est déjà fait. On le fait pour le 6 avril 2022. Donc, c'est déjà fait. On y ajoute les mesures priorités d'action selon la hiérarchie des mesures de prévention. Je vous en parle tout à l'heure. On met des échéanciers. Donc, un plan d'action, ça le dit. On planifie nos actions pour, par exemple, la prochaine année. Ça peut être triennal, peu importe. Donc, on met des échéanciers. Les mesures de surveillance et d'entretien, l'identification des moyens des EPI, puis la formation, l'information en matière de SST. Donc, c'est sensiblement la même chose que le programme de prévention. Là, j'arrive à la hiérarchie des mesures de prévention. Les gens qui travaillent en santé et sécurité, j'ose espérer que vous connaissez ce processus de prise en charge. Donc, c'est quand même assez simple. En santé et sécurité, ce qu'on fait, c'est qu'au début, première étape, on identifie. Donc, on vient identifier nos risques. Après ça, une fois qu'ils ont été identifiés, on va venir les corriger. Puis après ça, on va s'assurer de les contrôler parce que nos corrections qu'on a faites doivent perdurer dans le temps. Donc, l'identification, si vous avez bien suivi là, depuis le début, l'identification, elle est faite via le régime intérimaire. Donc, dans tout ce processus-là, on respecte le processus de prise en charge de la santé et sécurité. Maintenant, on parlait qu'il faut, au niveau, on a fait un lien avec la hiérarchie des mesures de prévention. En fait, la première chose qu'on doit faire, c'est éliminer le risque à la source. Hein, ça, on retire l'équipement dangereux. Une des bonnes pratiques à faire, c'est d'acheter tout de suite en partant de l'équipement qui est bien conçu, qui est sécuritaire, qui répond aux exigences réglementaires. On remplace, si on n'est pas capable d'éliminer à la source, on remplace les matériaux, les processus, les équipements. Donc, exemple, on travaille avec des produits chimiques, bien, on essaie de les remplacer par des produits qui sont moins toxiques. On peut remplacer des produits, des équipements qui fonctionnent à combustion. Donc, à combustion, ça égale il émane du monoxyde de carbone. Bien, pour enlever ce risque-là, ben, pourquoi pas utiliser des appareils qui sont électriques à la place. Sinon, après ça, on met en place des contrôles techniques. Dans cette étape-là, on peut mettre, mettons, installer un garde protecteur sur un équipement, exemple. Ensuite, si on n'est pas capable de faire le 1, le 2, le 3, on recourt à des systèmes qui augmentent la sensibilisation. En fait, ce qu'on veut dire là, c'est de la signalisation. La signalisation, délimiter les aires de travail, les zones dangereuses, mettre une alarme sonore, un voyant lumineux. Donc, là, on est à l'étape 4. Ensuite, si on ne peut pas faire ni un ni l'autre,
On instaure des mesures administratives. Donc, ça, c'est vraiment au niveau des méthodes de travail, formation, mécanismes de supervision, des politiques, des procédures. Et en tout dernier lieu, c'est vraiment de fournir et d'utiliser l'équipement de protection individuelle. Donc, certaines personnes, souvent, les entreprises vont aller tout de suite, on va leur fournir de l'équipement. OK, mais est-ce que vous avez vraiment vérifié si toutes les autres étapes avant dans la hiérarchie, vous ne pouvez vraiment rien faire? Donc, fournir et utiliser des EPI, c'est vraiment la dernière mesure que l'on doit utiliser. Ben voilà, en fait, on est rendu à la fin de ce webinaire. Je vous rappelle, au niveau des chantiers de construction, et si ça vous intéresse de savoir les changements apportés à la LATMP, je vous invite à visiter le site de la CNESST. C'est quand même bien avec les dates, là, vous allez pouvoir avoir l'information à ce niveau-là. Sinon, pour notre part, en fait, c'est sûr qu'on peut vous accompagner. Vous avez vu, il y a plusieurs choses à mettre en œuvre. Donc, on peut vous accompagner au niveau d'un diagnostic de santé globale, tant au niveau de votre mieux-être que de votre santé et sécurité dans votre entreprise. Donc, on peut vous aider à identifier vos risques. On peut vous aider à élaborer votre programme de prévention, votre plan d'action. On peut vous donner une formation sur comment avoir un comité de santé et sécurité efficace. Donc, ben voilà, vous avez mes coordonnées. Puis, ben, je vous remercie. Puis, dans les prochains jours, je vais vous acheminer la présentation, un aide-mémoire, et je vais répondre aux questions que vous m'avez posées au fur et à mesure que la présentation avançait. Donc, je vous remercie.